Donc, bonjour chers collègues, nous allons continuer notre cours d'hier qui portait sur les grossesses et les maladies vasculaires, les nouvelles recommandations. Donc, nous en étions aux coronaropathies qui compliquent 3 à 6 grossesses sur 100 000 et pendant la grossesse, le risque de survenue d'un syndrome coronarien est triplé de 3 à 4 fois avec le taux de mortalité qui augmente avec le taux de natalité chez les femmes, surtout les femmes âgées de plus de 40 ans. Donc la majorité des coronaropathies au cours de la grossesse ont des mécanismes non athérosclérotiques comme une dissection des artères coronaires dans 43% des cas, les artères coronaires angiographiquement normales qui sont retrouvées dans 18% des cas et des thromboses coronaires. Donc la survenue du syndrome coronaire chez la femme enceinte, c'est surtout au niveau pendant le 3e trimestre et dans le postpartum. Il faut surveiller. La présentation clinique elle est idem à celle de la population non enceinte et le diagnostic c'est toujours l'ECG, les troponines et l'échographie transthoracique si besoin. Les complications potentielles restent les mêmes comme chez les sujets normaux, c'est-à-dire on peut avoir une insuffisance cardiaque, un choc cardiogénique, des arythmies et l'augmentation de la mortalité maternelle et fœtale. Donc le traitement reste le même, mais avec l'aspirine qui sera donnée à faible dose, le clopidogrel si l'indication est formelle, la bilirubadine, le prasugrel et le tiquedalone ne sont pas recommandés chez la femme enceinte parce qu'il n'y a pas d'études claires sur ces 3 médicaments. Chez la femme enceinte avec un syndrome coronarien prouvé ST+, il faut privilégier l'angioplastie primaire mieux que la thrombolyse de recommandation 1C et l'accouchement doit rester par voie basse. Donc les recommandations disent que l'ECG et le dosage des troponines est recommandé chez toutes les femmes enceintes présentant une douleur thoracique 1C. L'angioplastie primaire doit être préférée à une thrombolyse chez toutes les femmes enceintes. Et chez les femmes enceintes avec un syndrome coronarien avec sensus décalage du segment ST, il faut préférer un traitement médical. En ce qui concerne les cardiomyopathies, on va parler premièrement de la cardiomyopathie du péripartum, qui est un dysfonctionnement ventriculaire gauche d'apparition récente, sans autre cause survenant en fin de grossesse ou après l'accouchement. Ces femmes peuvent récupérer spontanément dans la moitié des cas avec un risque de récurrence lors des grossesses ultérieures, même après récupération de la fonction ventriculaire. La nouveauté dans les recommandations, c'est l'utilisation de la bromocriptine dans le traitement des cardiomyopathies du péripartum associé au traitement de l'insuffisance cardiaque qui va améliorer la fonction VG. Donc la dose indiquée dans les recommandations, c'est 2,5 mg par jour pendant une semaine chez les femmes non compliquées et 5 mg par jour pendant 2 semaines, puis 2,5 mg par jour pendant 6 semaines si on a une FEVG inférieure à 25% et ou un choc cardiogénique. Il faut toujours associer un traitement anticoagulant au moins à dose prophylactique au traitement par la bromocriptine. Donc ici c'est une étude réalisée chez des patientes suivies pour cardiomyopathie du péripartum. Ils ont évalué l'efficacité de la bromocriptine. Donc c'était une étude de 63 patients dont ils ont divisé en 2 groupes. Les groupes recevant seulement 2,5 mg de bromocriptine, ce groupe-là, et les groupes recevant 5 mg de bromocriptine 2 fois par jour. Donc on constate que dans les 2 groupes, il n'y a pas eu d'hospitalisation ultérieure pour insuffisance cardiaque, ni de transplantation cardiaque, ni de décès par cause cardiaque. Donc, dans cette étude, il ressort que l'association de la bromocriptine au traitement de l'insuffisance cardiaque chez les femmes diagnostiquées en cardiomyopathie du péripartum reste efficace et améliore le pronostic.
Les autres cardiomyopathies, essentiellement la cardiomyopathie dilatée, on aura une dysfonction du ventricule gauche est préexistante ou est révélée au début de la grossesse avec un risque élevé de complications chez la mère. Si on a une FEVG à 40%, la mortalité maternelle est très élevée quand la FEVG est inférieure à 20%. Les cardiomyopathies hypertrophiques, le risque reste faible si elles sont préalablement bien tolérées avant la grossesse. Le risque est aussi lié au gradient subaortique et les bêta-bloquants restent indiqués et seront mis en fonction de l'hypertrophie et du gradient chez les patients symptomatiques ou chez les patients en arythmie, en grade 2AC. Et si les bêta-bloquants ne sont pas tolérés, on peut associer la verapamine. Donc, la gestion de l'insuffisance cardiaque durant la grossesse, la prise en charge reste la même que chez les femmes non enceintes, en évitant les agents phototoxiques, surtout les IEC, les ARA2 et les bêta-bloquants comme la ténolone. Si on a une congestion pulmonaire associée, on peut utiliser les diurétiques et les thiazidiques de l'os. Toutefois, c'est seulement quand on a une indication bien posée et que le risque est vraiment bien indiqué qu'il faut utiliser les diurétiques en raison du risque de réduction potentielle du flux sanguin par ces médicaments-là. Donc, chez une femme enceinte en insuffisance cardiaque, il faut induire une maturation du col au bout de 24 semaines si la femme elle présente une instabilité hémodynamique. Sinon, il faut que la prise en charge soit multidisciplinaire et avec les mêmes traitements que chez la femme non enceinte. Après, il faut évaluer le pronostic du fœtus. Si le fœtus est non viable, il faut faire la délivrance et mettre le traitement maximal de l'insuffisance cardiaque. Si le fœtus est viable, il faut discuter avec la mère et la famille. Soit on va faire une délivrance et continuer le traitement, soit on continue la grossesse si la mère veut continuer la grossesse. Et dans ce cas, il faut faire un monitoring de la mère et du fœtus et continuer le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, dans l'évaluation initiale, par contre, quand on reçoit une femme en insuffisance cardiaque et qu'elle est enceinte, il faut voir soit si elle est stable avant l'accouchement, il faut mettre les thérapies de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire les bêta-bloquants, l'hydralazine, les nitrates. Ou si c'est en postpartum, si en postpartum, c'est une insuffisance cardiaque bien tolérée, en postpartum, ça reste le même traitement. Et dans ce cas, il faut associer la bromocriptine. En postpartum, si dans les deux cas, la fonction VG reste inférieure à 25%, il faut considérer la mise en place d'un défibrillateur automatique. Donc, les recommandations des cardiomyopathies et de l'insuffisance cardiaque disent qu'il faut mettre l'anticoagulation chez toutes les patientes avec un thrombus qui a été détecté par l'échographie en 1A. Il est recommandé de traiter les femmes avec une insuffisance cardiaque durant la grossesse comme une femme sans insuffisance, sans grossesse. B, chez les femmes avec une FEVG altérée, il faut avant la grossesse, il faut qu'elles aient un conseil sur le fait de ne pas tomber enceinte. À présent, abordons les arythmies. Elles peuvent se manifester pour la première fois et devenir plus fréquentes pendant la grossesse, surtout retrouvées chez les femmes âgées ou porteuses de cardiopathie congénitale surtout. Et les arythmies les plus fréquentes au cours de la grossesse sont la fibrillation auriculaire, les tachycardies supraventriculaires parocystiques, les extrasystoles. Les plus rares, les PV mettant en jeu le pronostic vital, les fibrillations ventriculaires, les bradyarrhythmies et les troubles de conduction sont plus rares pendant la grossesse. Chez une patiente enceinte dont on a une TV d'apparition récente, il faut faire une enquête étiologique de la cardiopathie sous-jacente. Il faut savoir que tous les antiarythmiques doivent être considérés comme potentiellement toxiques pour le fœtus, mais il faut évaluer le bénéfice-risque du traitement avant de l'instaurer. Donc, dans les nouvelles recommandations sur les cardiopathies et grossesse, en ce qui concerne l'arythmie, on a maintenant une classification
du risque maternel en fonction de chaque arythmie. On va prendre le plus grand risque, c'est les patients avec une TB instable sur cardiopathie connue ou sur cardiopathie congénitale, les patients avec un syndrome QT court ou les patients avec TB catépolaminergique. Donc ces patients sont à très haut risque. Chez ces patients, il faut avoir une consultation multidisciplinaire. La prise en charge doit être multidisciplinaire. La césarienne est le mode de délivrance qui est recommandé et il faut que la patiente soit monitorée. Quels sont les antiarythmiques en intraveineux. Donc en ce qui concerne le management de la fréquence cardiaque pendant l'arythmie, pendant la grossesse, il faut faire les manœuvres vagales en premier chez une femme avec une tachycardie supraventriculaire. Si les manœuvres vagales ne marchent pas, il faut passer à l'adénosine intraveineuse. Ainsi. Donc, chez les patientes enceintes, toujours, les bêta-bloquants sélectifs doivent être recommandés en cas de tachycardie supraventriculaire ou la verapamine. Il faut faire une cardioversion électrique immédiate si on a une patiente avec une tachycardie ventriculaire instable. HTA et grossesse maintenant. Les troubles hypertensifs de la grossesse sont les complications médicales les plus courantes retrouvées dans la grossesse. Elles compliquent 5 à 10% des grossesses dans le monde et sont la cause majeure de morbidité, de mortalité maternelle, fœtale et néonatale. Donc la définition de l'HTA pendant la grossesse repose sur une tension artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Et une HTA sévère sera définie comme une tension artérielle supérieure à 160 sur 110 mm de mercure. Il est préférable de réaliser une MAPA chez les femmes enceintes, surtout les femmes à haut risque, pour faire le diagnostic, pour éviter de évite les traitements inutiles et de l'HTA bouche-blanche. La mesure de la tension artérielle chez la femme enceinte doit être en position assise ou en décubitus latéral gauche pendant le travail d'accouchement avec un brassard adapté et il faut préférer les sphingomanométres à mercure. Donc l'HTA sur grossesse, c'est une entité hétérogène avec 3 grands groupes. La pré-éclampsie qui est une HTA gravidique avec protéinurie importante. L'HTA pré-résistante à la grossesse, donc ce sera diagnostiqué avant la grossesse ou se développe avant 20 semaines d'aménorrhée et persiste souvent après 42 jours postpartum avec ou sans protéinurie, et l'HTA gestationnelle qui sera diagnostiquée après 20 semaines d'aménorrhée et disparaît dans les 42 jours du postpartum. Alors, chez les femmes avec risque élevé ou modéré de pré-éclampsie, il est recommandé chez elles de leur donner de l'aspirine à 100 à 150 mg par jour à partir de la 12e semaine d'aménorrhée jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée. Les traitements médicamenteux sont recommandés chez les patients présentant seulement une tension artérielle à 150 sur 95 mm de mercure. Avant ça, ce n'est pas recommandé de mettre le traitement médicamenteux. Et en cas d'hypertension artérielle sévère, c'est une urgence à une hospitalisation médicamenteuse et gestion en milieu hospitalier. Là, c'est un tableau résumant les patientes à haut risque pour la pré-éclampsie et les patientes à risque modéré pour la pré-éclampsie. Le haut risque, c'est une HTA au cours de la grossesse précédente, une maladie rénale chronique, une maladie auto-immune, un diabète de type 1 ou 2 ou une HTA chronique. Donc, dans les recommandations, comme on l'avait dit, l'aspirine doit être donnée chez toutes les femmes à risque modéré ou à risque élevé ou modéré de pré-éclampsie à partir de la 12e semaine. Les femmes hypertendues lors de la grossesse doivent être traitées soit avec la méthyldopa, soit avec du labétolol ou les inhibiteurs calciques. Et comme on l'avait dit, les IEC, les ARA2 sont contre-indiqués au cours de la grossesse. Abordons les maladies thromboemboliques. L'évaluation des facteurs de risque de thromboembolie veineuse est recommandée chez toutes les femmes enceintes. Et
chez toutes les femmes enceintes, il faut faire une prophylaxie prénatale et postnatale de 6 semaines avec les HBPM, surtout chez les patients à haut risque, et elle devrait être envisagée chez les patients à haut risque. Il faut thromboliser les femmes présentant une embolie pulmonaire que devant une hypotension artérielle ou un choc avec instabilité hémodynamique, et l'angiographie pulmonaire par TDM est privilégiée pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Ça, c'est les différents facteurs de risque de maladie thromboembolique chez la femme enceinte. Les maladies thromboemboliques chez la femme enceinte, donc les facteurs de risque obstétricaux, par exemple, il y a la prééclampsie, les grossesses multiples ou les grossesses assistées, la procréation médicale, une césarienne en urgence ou soit un travail prolongé ou une hémorragie du postpartum. Donc en gros, quels sont ce qui a changé par rapport aux anciennes recommandations de 2011, c'est surtout la stratification du risque chez toutes les femmes porteuses de cardiopathie, surtout avec le score le plus utilisé est le score de l'OMS modifié. Donc il faut stratifier le risque chez toutes les malades. En ce qui concerne les cardiopathies valvulaires, il est recommandé de faire une chirurgie avant la grossesse si la surface litrale est inférieure à 1 cm². Et les antivitamines K sont recommandées chez toutes les femmes enceintes avec prothèse valvulaire durant le 3e trimestre jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée avec une faible dose, c'est-à-dire la warfarine inférieure à 5 mg par jour. La flécaïne et la propafénone sont recommandées en prévention chez les patientes qui avaient un antécédent de tachycardie supraventriculaire ou de Parkinson-White syndrome. Chez les patientes avec antécédents de maladie rythmique, il faut faire une exploration électrophysiologique avec une ablation par cathéter avant la grossesse. Donc les nouveaux concepts, comme je l'avais dit, c'est le renforcement de la stratification du risque maternel, l'introduction de la prise en charge multidisciplinaire de la femme enceinte porteuse de cardiopathie, la discussion de l'utilisation de la bromocriptine dans les cardiomyopathies du postpartum essentiellement. Donc en conclusion, les maladies cardiovasculaires sont les causes les plus fréquentes de décès maternels avec une hétérogénéité de ces maladies et un risque inhérent qui souligne la nécessité d'une évaluation et d'une gestion des risques intermédiaires. Les conseils devraient commencer avant la grossesse et peuvent conduire à des interventions prophylactiques. Les soins interdisciplinaires doivent impliquer une équipe de gynécologues et de cardiologues à chaque stade de la grossesse. Et les femmes à haut risque doivent être orientées vers des centres spécialisés. Merci.